Donc en fait, je vais vous parler de l'expansion de l'univers. Ça s'appelle donc une histoire en 3 dimensions, qu'on aurait pu aussi appeler une histoire de distance et de vitesse. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est en fait c'est l'univers dans son entièreté, et tous les petits points, chaque petit point de ces différentes couleurs représente une des galaxies qui ont été mesurées par notre relevé. Dans ce relevé, il y a à peu près 3,5 millions de galaxies. Donc, je vais vous expliquer pourquoi on veut mesurer ce relevé des galaxies dans l'univers, quelles sont les raisons, les motivations physiques. Alors, ensuite, je vais vous expliquer comment on l'a réalisé en pratique, et je finirai par vous montrer les résultats, et je donnerai des réponses aux questions de Nejma. Donc là, vous voyez donc la carte. À côté, il y a les données qu'on va en tirer, et j'espère qu'à la fin de cette présentation, tout ceci prendra du sens pour vous. Alors, donc ce qu'on a l'habitude de montrer dans les conférences grand public, c'est cette image qui est en fait une gravure sur bois de Camille Flammarion. Camille Flammarion, c'est le frère d'Ernest Flammarion qui a donné les éditions bien connues. Et Camille Flammarion était astronome, il avait son télescope, c'était plutôt une lunette à Juvisy-sur-Orge en banlieue parisienne, et il a fait cette gravure qui résume exactement ce que l'on fait. On a à droite, en vert, les prairies, et vous voyez cette voûte céleste. La voûte céleste, quand on la regarde, c'est comme une surface à 2 dimensions. Et on peut repérer les objets sur la voûte céleste, comme avec une latitude et une longitude, et on a une surface à 2 dimensions. Ce qu'on veut faire avec les études que nous faisons, c'est d'ouvrir une fenêtre sur l'univers, c'est-à-dire chercher une 3e dimension qui va nous renseigner sur notre univers. Vous allez voir, je vais vous présenter différentes façons d'accéder à une 3e dimension. Ça va être des distances, ça peut être des vitesses, et à chaque fois qu'on fait ça, ça va nous renseigner un peu plus sur l'univers. Donc on va faire le voyage, et on commence par les mesures simples de distance, qu'on appelle les mesures de parallaxe. C'est les premières mesures qui ont pu être faites. En fait, quand la Terre elle tourne autour du Soleil, la Terre c'est le point bleu. Il faut que je montre avec la souris. La Terre c'est le point bleu, le Soleil c'est le point jaune. Quand la Terre tourne sur son orbite, autour du Soleil, eh bien en fait une étoile qui est proche, sa position par rapport à la voûte céleste, qui est en arrière-plan, sa position va être différente si on est au 1er mars ou au 1er septembre. Au 1er septembre, l'étoile apparaîtra ici, et au 1er mars, elle apparaîtra là. Donc une façon d'expliquer cela, c'est qu'en fait, il y a des distances en avant-plan, il y a des étoiles en avant-plan, et il y a des étoiles en arrière-plan. Donc ici, j'ai représenté la constellation de Cassiopée. En fait, Cassiopée elle-même n'est pas sur la voûte céleste, et on a pu voir que les étoiles de Cassiopée étaient elles-mêmes à différentes distances. Donc ça, c'est une première série de mesures qui permettent de voir qu'en fait, on n'a pas qu'une voûte céleste figée comme une sphère autour de nous, mais on a des choses qui sont à des distances différentes. Une autre mesure de distance, qui est très importante pour ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des chandelles standards. Donc les chandelles standards, si on prend un objet astrophysique, il a une luminosité intrinsèque, donc si on pouvait aller juste à côté et mesurer toute la lumière qu'il émet, on aurait une certaine mesure de sa luminosité. Mais comme notre détecteur est situé à une certaine distance, la distance qu'on appelle d ici, notre détecteur il a une certaine surface, eh bien la luminosité que l'on va mesurer, c'est cette équation-là, c'est la seule équation que je vais montrer aujourd'hui. La luminosité mesurée, c'est égal à la surface du détecteur, le télescope, le miroir du télescope, divisé par la surface de toute la sphère dans laquelle la lumière a été émise. Et cette surface, c'est 4π fois le rayon de la sphère, qui est la distance à l'objet. Et donc on voit qu'en mesurant la luminosité de l'objet, si on connaît la surface du télescope, ça c'est facile, on la mesure, si on a un moyen physique de déterminer la luminosité intrinsèque de l'objet astrophysique, alors on n'a plus qu'une seule inconnue, c'est la distance, et on peut mesurer la distance à l'objet. On appelle ça la technique des chandelles standards. Donc on peut mesurer les distances, mais il faut connaître la luminosité intrinsèque de l'objet. Et ça, c'est la recherche d'objets dont on peut mesurer dont on connaît la luminosité intrinsèque. C'est quelque chose qui a été très important. Un exemple, c'est les étoiles variables, les étoiles de type céphéide. Les étoiles de type céphéide, en fait, leur luminosité, elle varie au cours du temps. Elle varie au cours du temps, et elle varie de façon périodique. Donc ici, sur la céphéide qui s'appelle delta Céphéi, qui est une des plus célèbres, on a une période de à peu près 5,34 jours.
Et quand on a regardé différentes, quand je dis on, c'est pas moi, hein, quand les astronomes ont regardé différentes céphéides, ils ont vu que, en fait, quand on regarde les céphéides proches, on peut aussi mesurer la technique, par exemple, avec on peut mesurer la distance, pardon, avec les techniques de parallaxe, et donc on va pouvoir calibrer la relation entre la magnitude intrinsèque des céphéides et leur période. Et ça, on voit que les céphéides, elles se situent sur une courbe particulière. Donc en mesurant la période de variation d'une étoile de type variable de type céphéide, on connaît sa luminosité intrinsèque. Connaissant sa luminosité intrinsèque, avec la planche que je vous ai montrée avant, on peut en déduire sa distance. Alors, il y a une autre petite équation, c'est que les astronomes pourraient parler en luminosité, mais en fait on parle en magnitude. Alors la notion de magnitude, elle vient d'il y a très longtemps. Les étoiles les plus brillantes étaient des étoiles de première magnitude, les étoiles moins brillantes de deuxième magnitude, et ainsi de suite. Et donc en fait, mathématiquement, il y a une relation qui est, alors, vous voyez, très brillant 1, moins brillant 2, donc plus la magnitude augmente, moins l'objet est brillant. Donc c'est un peu compliqué, c'est toujours un peu de gymnastique. Il y a une formule qui est qu'en fait la magnitude, c'est la luminosité en échelle logarithmique, mais avec un facteur négatif devant. Mais bon, le propos ici, c'était de dire, on a un objet, donc en mesurant simplement sa période, ça c'est facile, mesurer une période, il faut juste une montre et on mesure une période. Donc en mesurant la période, on a accès à la luminosité intrinsèque et donc à la distance. Une autre façon de mesurer quelque chose sur les objets astrophysiques que l'on regarde, c'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. J'emploierais plutôt le terme redshift parce que c'est celui qu'on emploie dans la vie de tous les jours quand on est entre physiciens. Décalage vers le rouge, red, rouge, shift, décalage, redshift. Qu'est-ce qui se passe sur les objets astrophysiques? Quand on regarde un objet astrophysique et qu'on passe sa lumière, par exemple, dans un prisme, on va séparer les différentes longueurs d'onde. Et ce qu'on voit, c'est que dans le spectre d'un objet, il y a un fond continu, et puis on peut avoir, comme dans le cas ici, ce qu'on appelle des raies d'absorption qui correspondent à, par exemple, si on a un nuage de magnésium ou un nuage d'oxygène dans l'objet, il peut y avoir des absorptions. En laboratoire, sur Terre, on sait calculer à quelle longueur d'onde ont lieu ces absorptions. Et ce qu'on observe, c'est que sur les objets qu'on regarde dans le ciel, eh bien, les lignes particulières ne sont pas à la position où elles devraient être, mais elles sont décalées. Elles sont décalées vers le rouge, principalement, et elles sont décalées par un effet qui est bien connu, c'est l'équivalent de l'effet Doppler qui est utilisé, qu'on entend par exemple quand on entend une ambulance qui passe, on entend un son qui est aigu d'abord et puis qui devient grave quand l'ambulance s'en va. Là, c'est la même chose, sauf que c'est la même chose pour des ondes électromagnétiques. Et donc, le décalage vers le rouge nous renseigne sur la vitesse de la galaxie ou de l'étoile qu'on regardait. Ici, vous avez une représentation d'une galaxie où eh bien, vous voyez la couleur. D'un côté, c'est rouge, de l'autre côté, c'est bleu. Une galaxie, c'est un groupe d'étoiles, un très grand nombre d'étoiles qui tournent autour d'un centre galactique. Et donc, les étoiles qui sont à droite sont décalées vers le rouge, donc elles vont s'éloigner de nous. Les étoiles qui sont à gauche sur cette image sont décalées vers le bleu, elles se rapprochent de nous. Et donc, vous voyez que la mesure du décalage vers le rouge est un moyen de mesurer la vitesse de l'objet. Et donc, quand on combine les deux mesures, c'est ce qu'a fait M. Hubble en 1919. Il a mesuré la vitesse et la distance d'un certain nombre d'étoiles céphéides, et il a mis sur l'axe horizontal la distance, sur l'axe vertical la vitesse, et il a observé qu'il y a une relation entre la distance et la vitesse. Il a observé aussi que plus l'étoile est lointaine, plus la vitesse à laquelle elle s'éloigne de nous est grande. Et ça, c'est vrai pour tous les objets qu'il a regardés. Et donc, c'est là qu'est née l'idée du Big Bang, c'est-à-dire que tous les objets sont en train de s'éloigner les uns des autres. Et quand on reprend l'image à l'envers, si tous les objets sont en train de s'éloigner les uns des autres, dans le temps, les objets étaient beaucoup plus proches qu'ils ne le sont maintenant. Ça donnait lieu à la loi alors on l'appelait la loi de Hubble pendant longtemps, mais il y a M. Lemaître, qui est un physicien chanoine belge, qui avait prédit cet effet 2 ans auparavant,
Et les autorités de l'astrophysique mondiale ont décidé que ça s'appellerait maintenant la loi de Hubble-Lemaître. Et donc la ville de Leuven, en Belgique, où il y a eu les championnats du monde de cyclisme il n'y a pas longtemps, est très fière de dire que c'est la ville qui a vu naître le Big Bang. Donc l'expansion de l'univers, c'est quelque chose qu'on trouve dans les manuels de physique. Ici, vous avez un manuel des années 50 par la collection Benoît, mon arrière-grand-père, et vous voyez que dans ce manuel de physique, qui était pour les classes de terminale, alors c'est le dernier petit paragraphe du livre, mais le dernier paragraphe dit que l'étude de la position occupée par les raies d'absorption dans le spectre des galaxies a permis de reconnaître qu'elles s'éloignent toutes de nous avec une vitesse d'autant plus grande que la nébuleuse est plus loin de nous, ainsi de suite, et on arrive au Big Bang et à l'expansion de l'univers. Donc ça, c'est une image aussi qu'on montre souvent dans les présentations sur l'univers. Voilà ce que c'est que le Big Bang. Le Big Bang, ça part d'un point, un hypothétique point singulier. En fait, le Big Bang, on a tous la mauvaise image d'imaginer que c'est quelque chose qui explose dans quelque chose de plus grand. Et ça, c'est pas vrai. En fait, le Big Bang, c'est les échelles de distance qui s'étirent. Il n'y a pas d'explosion de quelque chose dans quelque chose de plus grand, c'est vraiment les échelles de distance qui s'étirent. Et donc, dans le modèle du Big Bang, il y a une phase qu'on appelle inflation, qui aujourd'hui est une phase hypothétique, même si elle est admise par la communauté des scientifiques. Il y a une phase d'inflation immense, exponentielle, au tout début de l'univers, qui arrive à un état où on a les particules élémentaires, les quarks et les gluons, en plasma de quarks et de gluons. Ce plasma va s'étendre, et en s'étendant, il va se refroidir. Au bout de certain temps, les quarks et les gluons se mettent ensemble pour former ce qu'on appelle les hadrons, ici. Hein. Les hadrons, c'est le nom générique pour les particules de matière. Les protons sont des hadrons, les neutrons sont des hadrons. Les protons et les neutrons, on appelle ça des baryons. Et dans les hadrons, il y a toute une autre collection de particules. C'est un peu de zoologie, ça n'a rien de très compliqué. Hein. C'est un peu comme la taxonomie des espèces animales. Hadrons, c'est la grande famille, et protons et neutrons, c'est une famille d'en dessous. Donc là, on est à 10 puissance moins 5 secondes. Les hadrons sont formés, l'univers continue à s'expandre. Au bout de 3 minutes, l'univers forme les premiers noyaux d'hydrogène, de deutérium et d'hélium. Et au bout de 3 minutes, en fait, la matière dans l'univers, la quantité de matière est fixée. La matière est dans les noyaux, et il reste dans l'univers, à ce moment-là, un plasma de hadrons, de protons, de neutrons, et d'électrons et de photons, qui va évoluer pendant 380 000 ans. Il va se refroidir, et à un moment, le plasma, les électrons et les photons du plasma ne vont plus pouvoir interagir, parce qu'il n'y a plus assez de température, il n'y a plus assez de... Le photon ne peut plus rencontrer d'électrons, et il va y avoir... les photons vont pouvoir se propager indéfiniment, c'est ce qui ça va donner le fond diffus cosmologique qui est émis ici. C'est quelque chose qui a été détecté, et j'en parlerai un petit peu, qui nous renseigne beaucoup sur ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant l'émission de ce fond diffus cosmologique, la seule façon qu'on a vraiment de le mesurer bien aujourd'hui, c'est le fond diffus cosmologique, mais on a des bonnes raisons de penser qu'on aura d'autres moyens de le faire par le futur. Ensuite, donc on a un univers composé de noyaux légers, de photons, mais qui n'interagissent plus. Ensuite, ce qu'on voit dans le fond diffus cosmologique, c'est qu'on voit des surdensités. Ces surdensités vont donner lieu à des effondrements gravitationnels de matière. Ça va former les premières galaxies et toute la structure qu'on observe dans l'univers. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce qui a été observé il y a une vingtaine d'années, c'est que l'expansion de l'univers s'accélère. Donc ça, c'est un phénomène, je vais vous expliquer comment ça a été détecté. C'est un phénomène qui est très important, et une des raisons pour laquelle on veut mesurer la position des galaxies dans l'univers, c'est pour voir si on va pouvoir comprendre ce phénomène d'accélération de l'expansion de l'univers. Alors comment on a mesuré l'accélération de l'expansion de l'univers ? Eh bien, en fait, on utilise un autre type de chandelle standard. Hein. On va reprendre cette technique quelques fois. Ici, on va utiliser un autre objet astrophysique qui sont des supernovae de type 1A. Ces supernovae, c'est une étoile ici de type naine blanche
qui accrète la matière d'une étoile compagnon, et la masse de cette étoile augmente petit à petit. Et quand elle atteint 1,4 fois la masse du Soleil, il va y avoir un effondrement gravitationnel, ça va déclencher les réactions nucléaires, et ça va faire une explosion thermonucléaire. Et là, comme tout à l'heure, on avait une magnitude intrinsèque qu'on pouvait déterminer pour les céphéides, ici, on a une unité de masse qui est une unité d'énergie, qui va donc nous permettre de déterminer la luminosité intrinsèque de la supernovae. Et donc, on a encore une chandelle standard. Si l'objet est proche, on va le voir très lumineux. Si l'objet est lointain, on va le voir moins lumineux. Et ça va nous permettre de mesurer, d'avoir une unité de mesure de distance. Une autre façon de mesurer les distances, c'est encore le redshift. Avec la même chose, on peut mesurer deux effets. Une deuxième contribution, en gros, au décalage vers le rouge, c'est qu'en fait, les objets lointains émettent de la lumière. Ils émettent une lumière qui a une certaine longueur d'onde. Mais cette longueur d'onde, cette lumière, elle va en fait subir l'expansion de l'univers. Et donc la longueur d'onde, au fur et à mesure qu'elle se propage dans l'univers, l'expansion étire les distances, et donc la longueur d'onde qui est émise n'est pas celle qu'on mesure une fois que la lumière nous parvient. Ça fait un autre décalage vers le rouge, et là, ce décalage vers le rouge, il nous renseigne non plus sur la vitesse, mais sur la distance à laquelle se trouve l'objet. Et donc, vous voyez ici que l'étirement des longueurs d'onde va dépendre de comment l'univers, quelle expansion a subi l'univers au cours de son évolution. Et ça conduit à ce résultat ici. Donc c'est la mesure de la découverte de l'accélération de l'expansion. On a mesuré, des physiciens ont mesuré des supernovae, beaucoup de supernovae. Ici, on représente la distance, le redshift qui en fait est une unité de distance, la magnitude sur l'axe vertical. Mince, ça a changé. Oups. Voilà, la magnitude sur l'axe vertical. Alors comment on lit ce graphe? Eh bien, dans le modèle cosmologique qui est en pointillé, à une certaine distance, on s'attendait à avoir une certaine luminosité. Et les mesures, vous voyez qu'à grande distance, les mesures sont au-dessus de ce à quoi on s'attendait. Les choses ne se passent pas comme on les attendait, et c'est là qu'on voit qu'il y a accélération de l'expansion. Il n'y avait rien à notre disposition il y a des choses à notre disposition, mais c'était une surprise. Qu'est-ce qui peut causer l'accélération de l'expansion? La matière, c'est pas possible. La matière noire dont je vais parler juste après, c'est pas possible non plus. Et il fallait ajouter une nouvelle composante dans le contenu de l'univers. C'est ce qu'on appelait l'énergie noire. L'énergie noire, c'est un terme qui regroupe beaucoup de choses pour dire l'univers est en expansion et il y a quelque chose qui est responsable de l'expansion de l'univers. Donc les expériences qu'on va faire, donc il y a toute une génération d'expériences qui est en train de... Alors quand je dis expérience, c'est relevé de galaxies, analyse des relevés de galaxies, c'est essayer de mesurer des choses pour contraindre la nature de l'énergie noire. Donc ça a conduit, ces travaux ont conduit au prix Nobel de physique en 2011 pour cette découverte. Donc on arrive au modèle cosmologique. Alors j'en ai pas parlé beaucoup, mais la lumière du fond diffus cosmologique nous renseigne sur les fluctuations de densité qu'il y avait dans l'univers qui était vieux de 380 000 ans. C'est des mesures qui sont impressionnantes de précision et qui permettent vraiment de fixer le modèle cosmologique. Donc c'est ce que vous voyez en bas. En bas, c'est les mesures, et en rouge, c'est le modèle cosmologique qui décrit ces mesures-là. Donc vous voyez, l'accord est très bon. Et donc dans le modèle cosmologique admis, l'univers, il est composé de quoi? Il est composé de rayonnement, de photons, de matière ordinaire, la matière qui constitue la table, donc des atomes, des molécules, mais il est composé de deux autres espèces. La matière noire, alors on aurait pu faire une conférence sur la matière noire qui aurait duré aussi longtemps que celle-ci. La matière noire, c'est une matière dont on ne connaît pas la nature. Elle interagit seulement par gravité, elle n'interagit pas par les interactions électromagnétiques. On l'appelle noire parce qu'on ne la voit pas, mais elle est importante pour la description de l'univers. Et pour décrire les données des supernovae, il faut aussi une composante d'énergie noire qui explique cette accélération de l'expansion de l'univers. Et voici la répartition entre les différents constituants. La matière telle qu'on la connaît, c'est seulement 5% du contenu en énergie de l'univers. La matière noire,
dont on voit les effets gravitationnels, mais qu'on ne sait pas ce que c'est que c'est 25% du contenu énergétique de l'univers, et l'énergie noire, dans le modèle cosmologique qui reproduit très bien les données, c'est 70% du contenu énergétique de l'univers. Et je reprendrai la phrase de Jim Peebles, qui a eu le prix Nobel en 2019 pour ses travaux sur tout ce domaine de recherche. On a un modèle qui décrit de façon très très précise, c'est ici, les données. Vous voyez, elle bouge pas. Voilà, un modèle qui décrit de façon très précise les données, mais c'est assez embarrassant parce que 95% des constituants sur lesquels ce modèle se repose sont de nature inconnue. Alors c'est embarrassant, mais c'est passionnant. Quand on fait de la recherche, on est loin d'être au chômage parce qu'il y a beaucoup de choses à aller comprendre. Donc maintenant, je vais vous expliquer. Donc là, c'était pour vous donner le cadre dans lequel on s'inscrit. C'est essayer de comprendre l'expansion de l'univers, comment l'expansion de l'univers a varié au cours du temps, pour essayer de comprendre ce que c'est que cette énergie noire. Donc je vais vous expliquer comment on fait ça, et ensuite je vous montrerai comment on fait ça d'un point de vue théorique, et après je vous expliquerai comment on fait ça d'un point de vue expérimental. Donc on part des petites surdensités qu'on voit sur cette carte, ces petites zones inhomogénéités, et alors qu'est-ce qui se passe on appelle ça le plasma primordial. Eh bien en fait, vous voyez ici, il y a une surdensité, je ne vais pas y arriver avec la souris. Voilà, là, c'est une surdensité. Ce qui se passe dans cette surdensité, c'est que cette surdensité va induire ce qu'on appelle des ondes acoustiques. Et en fait, les photons vont partir de ces surdensités et elles vont emmener avec elles les protons et les électrons. Et donc, on voit ce phénomène où il y a une surdensité, et voilà, les protons et les photons et les électrons quittent sa surdensité. C'est un peu l'image qu'on donne, c'est avec une goutte qui tombe sur une mare et on voit se propager des anneaux de la propagation de l'onde. Alors, en fait, c'est une mauvaise image, parce que sur de l'eau, c'est un fluide incompressible, et en fait, il y a plutôt des particules d'eau qui montent, alors que dans notre cas, c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas des particules qui montent, mais c'est une onde de compression. Une onde de compression qui fait que ça va augmenter la surdensité. Et en augmentant la surdensité de matière, c'est des endroits où vont se former préférentiellement les galaxies. Donc ces ondes sont figées. Au bout d'un moment, quand le plasma se découple, je vous ai dit qu'à 380 000 ans, les photons n'interagissaient plus avec le plasma, les ondes sont figées, et donc il va rester une surdensité, vous voyez ici la surdensité, à l'endroit où vont se former les galaxies. Donc les galaxies vont se former au niveau de l'anneau, ici, et bien sûr au niveau de la surdensité initiale. Et donc il y a une onde qui s'est propagée pendant une certaine durée, à une certaine vitesse, qui est la vitesse du son dans le milieu, qu'on peut calculer. Et donc, bien sûr, vitesse fois le temps, c'était une distance, et donc on a une nouvelle distance caractéristique. Cette distance caractéristique, on l'appelle l'échelle BAO. Alors BAO, alors là vous avez le A c'est acoustique, O c'est oscillation, et B c'est baryon, parce que c'est un phénomène qui met en jeu les protons du plasma. Donc on utilise le nom en anglais Baryon Acoustic Oscillation. Et donc cette échelle de distance, elle va avoir la bonne idée de subir l'expansion de l'univers. Et comme je vous ai dit que les galaxies se formaient préférentiellement dans les surdensités, eh bien on va vouloir mesurer cette échelle de distance à différentes époques dans l'évolution de l'univers, et ça va nous permettre de mesurer l'histoire de l'expansion de l'univers. Donc ici, je vous ai mis, pour vous montrer un peu comment ça marche l'expansion de l'univers, c'est des simulations qui ont été faites par une collègue, Nathalie Palanque-Delabrouille, au CEA. C'est des simulations d'univers. Vous voyez Est-ce que c'est assez contrasté? Je ne sais pas. Donc vous voyez, c'est un bout d'univers, vous voyez des inhomogénéités, et au fur et à mesure, va se former, voilà, vous voyez que les structures commencent à se former, de plus en plus de structures, et vous allez voir, là on voit qu'il y a une structure en filament. En fait, on est parti dans quelque chose qui était quasiment homogène, mais on commence à arriver avec une structure en filament. Ah, c'est reparti à zéro.
Et vous allez voir arriver au bout d'un moment les points rouges qui sont l'endroit où on forme des galaxies, on forme des étoiles, on forme des galaxies. Et donc les galaxies vont se former là où se rencontrent les filaments, et ça va donner la structure de l'univers, ça va donner l'endroit où se forment les galaxies, et c'est ça qu'on va vouloir mesurer. Donc ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on veut aller mesurer cette échelle de distance de BAO avec des galaxies. Voilà. Alors comment on fait ça? Donc là, ça aurait pu être écrit sur un tableau dans un laboratoire il y a une vingtaine d'années, avec quelqu'un qui rentre et qui dit, voilà, on va mesurer l'échelle BAO à 1%. 1%, bah oui, pour faire ça, il faut 1 million de spectres. Pourquoi il faut 1 million de spectres? Alors, on est dans une époque où on parle beaucoup de sondage, hein, et vous savez que pour avoir un sondage qui a une bonne précision statistique, il faut un échantillon qui soit suffisamment grand. Et donc, dans notre cas, pour pouvoir mesurer cette échelle BAO à 1%, 1 million de spectres, c'est ce qui paraît bien. La réponse à ça, c'est, avec un télescope de 2,50 m, pour mesurer 1 million de spectres, ça prend 1h30 par spectre, et donc il faudrait avoir devant nous 1,5 million d'heures. Donc on va regarder sur les télescopes, sur les sites, qu'est-ce qui se passe. Sur un site, mettons 100 nuits d'observation qui dure 8 heures en moyenne pendant 5 ans, on arrive à 4000 heures. 4000 heures par rapport à 1,5 million, ça ne marche pas. On ne peut pas le faire. Et donc ce qu'on va faire, ce qui a été fait dans les relevés dont je vais vous parler, c'est qu'en fait on va mesurer un grand nombre de spectres en même temps. Donc je vais vous parler de 2 programmes. Un programme, dans ce petit calcul-là, il faudrait mesurer à peu près 600 spectres en même temps. Ça permettrait de faire ce programme, et ça permettrait de le faire en 5 ans. En 5 ans, pour nous, c'est très bien, ça permet de concevoir le programme, de travailler aux méthodes d'analyse, et après de travailler sur l'analyse et de publier les résultats. Et donc voilà, ça nous amène aux observations que nous avons faites. Donc la carte, elle porte sur le télescope qui est à gauche, télescope qui s'appelle la collaboration SDSS. Mais comme je travaille aussi dans l'expérience qui s'appelle DESI, qui est à droite, j'ai préféré utiliser, qui est une expérience récente, qui est celle qui se passe en ce moment. Les images sont beaucoup plus belles et sont beaucoup plus parlantes. Donc je vais vous montrer les résultats de l'expérience de gauche, mais je vais plutôt me servir de l'expérience de droite pour vous expliquer le principe. Donc l'expérience de gauche, SDSS, Sloan Digital Sky Survey, c'est auprès d'un télescope qui s'appelle le télescope Sloan, télescope de 2,50 m donc, qui se situe à Apache Point Observatory au Nouveau-Mexique. Et là, on a 1000 voies de spectroscopie en même temps, et c'est une collaboration de 150 personnes. Je pense que c'est un peu plus. La collaboration SDSS complète, c'est plus que 150 personnes, mais sur la partie structure de l'univers telle que je vous la présente, c'est à peu près ça. Et donc, c'est 2 expériences qui s'appellent BOSS et eBOSS. Donc, BOSS pour Baryon Oscillation Spectroscopic Survey et eBOSS pour Extended Baryon, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un premier télescope. Et le deuxième télescope, c'est une expérience qui vient de débuter, les données commencent à être prises, donc c'est DESI. Alors là, elle est sur le télescope Mayal qui est au Kitt Peak Observatory dans l'Arizona. Ça, c'est un télescope de 4 mètres, 2,5 mètres, 4 mètres. Donc en fait, dans le petit calcul d'avant, ça va plus vite. Et là, on n'a plus 1000 voies, on en a 5000. Et donc, vous voyez que ça va encore plus vite. Ça va encore plus vite, mais on voulait mesurer 5 millions d'objets dans le programme passé. On va bien sûr en vouloir mesurer beaucoup plus dans le programme présent. On va vouloir en mesurer 35 millions, et on est 600 personnes. Donc les résultats dont je vais vous parler, le travail dont je vais vous parler, c'est le fruit du travail de tous ces gens-là. Donc je vous ai dit que ça se trouvait donc SDSS à droite au Nouveau-Mexique, et DESI à gauche, près de Tucson en Arizona. DESI, elle est dans le Kitt Peak. C'est une montagne qui est une montagne sacrée pour la nation Tohono O'odham qui nous loue le terrain, et la collaboration et l'institut qui gère le site s'est engagé à leur rendre à la fin des observations. Pas que seulement les observations de DESI, mais de tout le programme qu'il y a là-bas. Donc on est sur un terrain sacré pour ces gens-là. Donc comment ça marche ce genre de relevé? Donc là, je vais entrer dans la partie expérimentale. Donc il y a plusieurs étapes. La première étape, elle revient en fait à faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire faire un relevé du ciel en 2 dimensions. Donc on va mesurer tous les objets qu'on peut voir sur le ciel. Et on va avoir beaucoup d'objets dans nos données.
mais on ne peut pas mesurer le spectre de tous les objets, on veut choisir les bons. Par exemple, on ne veut pas mesurer le spectre des étoiles proches parce que ça ne nous intéresse pas pour ce qu'on veut faire. C'est très intéressant par ailleurs, mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire. Donc ici, vous voyez sur le relevé, la ligne noire, c'est la Voie lactée, et en fait, on veut éviter la Voie lactée parce que dans la Voie lactée, on ne voit que des étoiles, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est les galaxies qui sont très lointaines. À partir des données qu'on va mesurer dans ces relevés photométriques, on va appliquer une sélection. Je vous parlerai de ça, je ne vais pas vous expliquer ce graphique, mais je vous parlerai de ça tout à l'heure. À partir de la sélection qu'on a fait, on va faire des observations. Là, je vous donne un avant-goût de ce qu'est un instrument qui mesure le spectre de 5000 objets en même temps. Dans le cadre de DESI, c'est plus 1h30 comme dans le cadre de SDSS. On va pouvoir faire ça en 20 minutes. Et ici, je vous montre un spectrographe et un spectre duquel on va tirer le redshift. Donc voilà, le relevé photométrique, je vais passer assez rapidement. Pour pouvoir débuter un relevé spectroscopique aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des relevés photométriques qui ont commencé en 2014, c'est des relevés qui ont pris 5-6 ans, et c'est grâce à ces relevés qu'aujourd'hui on peut faire les mesures que l'on fait. Donc ces relevés, ils ont ces relevés, ils ont mesuré les caractéristiques photométriques. Donc ils ont analysé la lumière avec des filtres large bande. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure aussi. Et on a détecté 2 milliards de sources sur lesquelles on veut choisir 35 millions d'objets dont on va mesurer le spectre. Et donc il y a des gros calculs pour faire ça. Ici, vous voyez une image du ciel en relevé, ce qu'on appelle photométrique, juste les photos du ciel. Donc là, l'échelle de distance, c'est 50 arcs secondes ici. Il faudrait voir qu'à peu près la taille de la pièce, ce serait le diamètre de la Lune. Donc c'est un petit bout du ciel, et vous voyez qu'il y a de très nombreux objets, et il va falloir décider lesquels on va mesurer. Et donc, pour faire ça, en fait, dans ces relevés photométriques, on mesure la lumière de tous les objets dans des filtres dits à large bande. Et donc, en fait, on ne mesure pas le spectre directement, mais on mesure la lumière moyenne sur chaque bande photométrique ici. Et donc, on voit là-dessus que dans ce qu'on appelle la bande G, dans ce cas-là, il y aura plus de lumière que dans la bande Z. D'accord ? Et donc, il y aura plus de lumière aussi que dans la bande R. Et donc, si on définit quelque chose qu'on va appeler une couleur, qui sera la quantité de lumière dans la bande G moins la quantité de lumière dans la bande R, on va pouvoir sélectionner un objet qui pourra ressembler à celui-là. Donc ça, c'est le principe de la sélection en couleur que l'on fait. Donc là, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est les galaxies rouges. Donc là, vous voyez une image avec beaucoup de galaxies rouges. Pourquoi les galaxies rouges ? Parce qu'elles nous permettent d'accéder à un univers dont les redshifts, les décalages vers le rouge, sont entre 0,2 et 1. Ça veut dire qu'on est en train de sonder l'univers tel qu'il était il y a entre 4 et à peu près 6-8 milliards d'années. Donc ces galaxies rouges, en fait, c'est des galaxies qui sont très massives, 10 puissance 13 fois la masse du Soleil, ça fait 100 000 milliards de fois la masse du Soleil. C'est des galaxies qui ne forment plus d'étoiles, elles ont fini leur formation d'étoiles, elles sont pas en fin de vie, mais elles ne forment plus d'étoiles, elles émettent une intense lumière, mais ne forment plus d'étoiles, et elles sont facilement détectables, c'est pour ça qu'on a commencé les relever par ça. Elles sont aussi proches, donc dans l'image que vous avez vue tout à l'heure, quand la distance augmente, la luminosité qu'on mesure diminue, les galaxies rouges, on les détecte proches, et c'est le premier type d'objet qui a été utilisé. Et la sélection de ces galaxies, en anglais LRG, eh bien, vous voyez ici, je vous ai représenté 2 couleurs dans 2 bandes, peu importe lesquelles pour la présentation d'aujourd'hui, mais quand on regarde où se placent les couleurs de ces objets, eh bien, en noir, vous avez les étoiles, dont on ne veut pas mesurer le spectre, et en couleur, alors couleur, c'est un peu... vous avez les galaxies. Et les galaxies, ici, on voit... alors, il y a une 3e dimension dans ces graphes, c'est la couleur ici, du point matériel sur le graphe, pas la couleur de l'objet qui est sur les axes. La couleur dépend du redshift attendu pour l'objet, et on voit qu'on va pouvoir mesurer les objets entre 0,2 et 1 en redshift. Donc ça nous permet de sélectionner
les bons objets et de ne pas en mesurer trop. Ensuite, la sélection d'un autre objet astrophysique, les quasars. Alors, les quasars, c'est un objet qui est fascinant. Un quasar, c'est un trou noir supermassif. Un trou noir supermassif, on en trouve au centre de beaucoup de galaxies, dont la nôtre. Les quasars, c'est un trou noir qui fait entre 10 et 100 millions de fois la masse du Soleil. Le trou noir, il accrète de la matière autour de lui. C'est des processus très intenses. Le processus d'accrétion de la matière va échauffer énormément le milieu et ça va émettre une quantité de lumière phénoménale. Les quasars nous permettent d'accéder à l'univers tel qu'il était. Il était entre il y a 6 et 12 milliards d'années, donc ça nous permet de voir très loin dans l'histoire de l'univers. Et en termes de redshift, c'est entre 0,8 et 3,5. L'inconvénient des trous noirs, c'est qu'ils sont peu nombreux, mais le gros avantage, c'est qu'on peut les voir très loin dans l'univers, très tôt dans l'évolution de l'univers, et c'est pour ça qu'on veut les mesurer. Et donc la sélection des quasars, elle se fait comment ? Pareil, elle se fait sur des couleurs, et plutôt que d'appliquer une sélection en appliquant juste une sélection, la couleur plus grande qu'une certaine valeur, là, dans ce cadre-là, on a mis en œuvre, on en parlait tout à l'heure avec une des personnes qui est là, des algorithmes simples d'intelligence artificielle. On a une population de quasars connue, on a des relevés photométriques connus, et bien on va entraîner l'algorithme d'intelligence artificielle à reconnaître les quasars, et c'est cela dont on va vouloir mesurer le spectre. Et donc, voilà, sur l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, voilà la sélection qu'on a fait des objets qu'on veut mesurer. Chaque point qui est entouré correspond à un objet dont on va vouloir mesurer le spectre, et la couleur du cercle, c'est le type d'objet que l'on pense que c'est. Donc là, je vous rajoute donc les points que je vous ai montrés avant, c'est la prévision du relevé DESI, et les points qui sont blancs ici, c'est ce qui a été mesuré avec le relevé SDSS dont je vais vous montrer, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc ça, c'est une vue plus grande, à peu près de la taille. Voilà, la ligne bleue en bas, c'est la taille de la pleine Lune, et donc vous voyez que sur un objet de la taille de la Lune, eh bien, il va y avoir beaucoup de choses à mesurer. Et donc on va faire ça avec le schéma du télescope. Télescope DESI dans ce cas-là. Et donc, suivez la ligne verte, c'est le trajet de la lumière. La lumière vient, se réfléchit sur le miroir primaire qui est ici. Il y a un système de correcteur qui va envoyer la lumière sur la rétine du télescope, qu'on appelle le plan focal. Et c'est dans le plan focal que se situe l'endroit où l'image du ciel va se former dans le plan focal. Vous avez une vue du plan focal, et on va mesurer le spectre des objets qui se forment à cet endroit-là. Donc on fait ça comment ? Eh bien en fait, dans le plan focal, on va placer des fibres optiques à la position où l'objet se forme où l'image de l'objet se forme sur le plan focal. Et chaque fibre optique reçoit la lumière d'un objet, elle envoie la lumière dans un système de spectrographe, et la lumière de chaque objet est analysée comme de cette façon. Donc là, vous voyez une vue de DESI. DESI, le miroir fait 4 mètres de diamètre, 8 mètres de haut. Donc vous voyez le correcteur ici, les fibres optiques en violet, et les spectrographes de DESI qui sont ici. Donc voilà le correcteur. Donc le correcteur, c'est comme un objectif d'appareil photo, sauf que celui-ci, il fait 2 mètres de haut, il doit peser quelques tonnes, il a coûté 10 millions de dollars, et les lentilles sont à peu près de la taille d'1 mètre, et certaines des lentilles, je crois que le temps de polissage, c'est de l'ordre de 1 an et demi. Donc 1 an et demi pour polir un bout de verre, un morceau de verre, pour faire une des 6 lentilles du correcteur. Voilà, donc ensuite le plan focal, donc là c'est le cas de SDSS. SDSS, dans le plan focal, on dispose des plaques. Et en fait, comme on connaît les coordonnées des objets dans le ciel, on va percer des trous à la position de chacun des objets. Alors, on a ce qu'il faut en précision pour le faire. Et donc, quand on veut mesurer un morceau de ciel, on envoie, alors quand je dis on, c'est le personnel qui est à SDSS au Nouveau-Mexique, envoie les données à un atelier qui est à l'État de Washington, et ils vont percer les plaques les trous dans les plaques à la position qu'il faut, et c'est envoyé par FedEx, et puis ça arrive 3 semaines plus tard. Et donc, des plaques comme ça, on en a mesuré 3000,
c'est des plaques qui font 80 cm, et puis si vous voulez, à la fin, vous pouvez venir voir, là c'est un échantillon d'une plaque qui a réellement été observée, et vous pouvez voir, bon c'est une plaque en aluminium avec des trous, mais bon, vous avez un des objets. Et donc des plaques comme ça, on en passe une dizaine par nuit. Oups. Et vous voyez, pour mettre les fibres optiques dans les trous, sur SDSS, ça se faisait à la main. Donc la personne qui fait ça, l'opération, là, ça prend environ 45 minutes. 45 minutes, et dans les bonnes nuits, on passe entre 5 et 10 plaques. Donc pendant la journée, il y a des gens dont le travail, c'est de préparer ces plaques. Une évolution qui a eu lieu sur un télescope qui s'appelle AAT, Anglo-Australian Telescope en Australie. Donc là, c'est un bras. Ici, vous voyez, en bord du plan focal, il y a des petits prismes. Et le système va prendre un petit prisme et le placer au bon endroit. Mais toujours pareil, à la fin, c'est toujours une fibre optique qui va recevoir la lumière de l'objet. La fibre optique, ces fibres optiques qu'on utilise, le diamètre, c'est environ 100 microns, un cheveu. Et donc vous imaginez qu'il va falloir que la lumière du télescope, l'image de l'objet, vienne se mettre sur le plan focal et qu'il faut positionner la fibre à 100 microns près. Donc là, pour vous divertir un petit peu, c'est un petit film sur un début de nuit d'observation à SDSS. Donc je me dis le télescope de la Fondation Sloan. Donc voilà, donc il y a des cartouches où les fibres ont été préparées pendant la journée, elles sont stockées dans un endroit, la porte était ouverte pour qu'elle commence à être en température, l'opérateur vient l'installer sur le télescope, donc le télescope il est mis en position verticale, vous voyez qu'il y a déjà une cartouche, donc elle va enlever la cartouche qui était, voilà, elle en met une nouvelle, et donc le télescope là il est prêt pour les observations, elle va ranger la plaque. Merci Karen. Et ensuite, voilà, c'est un télescope qui est amusant parce qu'en fait, c'est pas le dôme ne s'ouvre pas, mais c'est la cabane s'enlève. Donc là, ils sont en train de préparer pour la nuit, ils doivent faire le plein d'azote dans les spectrographes pour pas qu'il y ait trop de bruit. Ils sont en train d'ajuster, ils viennent faire du bricolage autour. Et donc là, voilà, il y a un peu de lumière en bas, ça commence à faire des calibrations. Je peux vous mettre la musique plus fort, mais... Alors on va voir à un moment qu'ils vont venir, voilà, ils viennent, ils ont mis une nouvelle plaque. On n'a pas vu, mais très brièvement, ils ont envoyé, il y a des systèmes pour envoyer de la lumière sur les pétales qu'on voit quand on les ferme, on envoie de la lumière dessus, et là c'est ce qu'on appelle des lampes à arc qui mettent une longueur d'onde connue, ça permet de faire les calibrations. Là je ne sais pas si c'est assez contrasté, j'ai l'impression que non. Peut-être un peu trop de lumière dans la salle. Vous voyez qu'il y a un peu de nuages, ce n'est pas des nuages qui sont très embêtants, c'est des nuages bas ici. Vous voyez la lumière de la ville d'Alamogordo qui est pas loin. Donc voilà, là ils reviennent, ils installent une nouvelle cartouche. Voilà, là on voit la lumière dans le télescope. Voilà, top, calibration, on calibre et on repart pour un autre cycle. Voilà, donc ça c'était pour SDSS. Sur DESI, on change de dimension, on passe déjà de 1000 à 5000, donc pour un opérateur, c'est plus possible de mettre 5000 fibres, c'est pas humain comme travail, déjà 1000 c'était quand même franchement compliqué. Et donc maintenant, on va utiliser 5000 positionneurs robotisés, donc c'est des petits moteurs, ce que vous voyez ici, chaque petit doigt, c'est 2 moteurs pour faire deux axes, et ça va permettre de venir placer la fibre à l'endroit où on veut dans le plan focal. Et donc là, à droite, vous voyez un petit morceau du plan focal où on est en train de faire de positionner les fibres. Donc j'accélère un petit peu parce que voilà, vous voyez une vue des. Alors le DESI c'est organisé avec 10 pétales, ça c'est un pétale. Et donc ça, c'est il y a 2 ans à peu près, l'installation du premier pétale. Le télescope DESI est fini d'installer et il prend des données actuellement. Je n'ai pas regardé ce matin, mais quoi ce matin à midi ou 14h, la nuit se finit et on peut voir comment les observations se passent. Et donc la lumière arrive dans les spectrographes.
Donc les spectrographes, c'est la contribution française à cet instrument. Alors en fait, la collaboration DESI a commandé les spectrographes une partie des spectrographes à un industriel français, Winlight. C'est une société qui est dans le sud de la France et c'est elle qui a des moyens pour faire des spectrographes de très, très grande précision. Donc c'est des spectrographes à 3 bras. Donc la lumière des fibres, les fibres sont verticales, placées verticalement. Elle arrive ici. Elle est envoyée dans un premier miroir là. Ensuite, la lumière est séparée en fonction de la longueur d'onde dans 3 bras différents. Et c'est lu par ce qu'on appelle des CCD. Les CCD, ici, c'est comme ce que vous avez dans vos appareils photo de téléphone portable. C'est un petit capteur avec ici, c'est 4000 par 4000 pixels. Voilà l'installation des CCD. Donc là, j'ai un petit film à vous montrer après. Ah oui, pardon, l'installation des CCD. Et, voilà. Et ici, c'est le spectrographe. Donc à gauche, un des éléments des 10 spectrographes. Et vous voyez, ça c'est une image de CCD. Et on voit, donc, sur l'axe horizontal, ça va être le numéro de la fibre. Et sur l'axe vertical, ça va être la lumière qui a été détectée. Et à partir de ça, on reconstruit les spectres des objets. À gauche, il y a le spectre d'un quasar avec différentes raies. Connaissant la longueur d'onde des raies en laboratoire, on a déduit que ça, c'était un quasar qui était à redshift 2.7, c'est-à-dire un quasar qui est à peu près à 12 milliards d'années de nous quand on regarde dans le passé. À droite, alors on cherche pas, dans ces relevés, on ne cherche pas à aller le plus loin possible. Il y a des quasars qui sont détectés à redshift 7. Nous, on cherche à en avoir suffisamment pour pouvoir faire de la statistique derrière. Donc ça, on va juste parler de ça tout de suite. Mais voilà, on ne cherche pas à aller le plus loin possible, on cherche à aller dans un domaine où on en a assez pour faire de la statistique. Et là, c'est une galaxie à raie d'émission, avec des raies d'émission très marquées, qui vont nous permettre de mesurer le décalage vers le rouge et d'identifier l'objet. Donc là, je vais quitter la présentation pour une seconde. Et donc avec tous ces spectres, on arrive à faire la carte de l'univers. Et là, c'est un petit film pour vous montrer cela. Est-ce qu'on peut éteindre un peu de la lumière dans la salle, s'il vous plaît? Merci, c'est parfait. Voilà, donc on voit le relevé qui se dessine. Voilà, donc là, c'est une partie du relevé. Alors, la Terre, là où l'observatoire se trouve, c'est au centre de l'image. Il y a 2 zones noires de chaque côté. C'est les zones qui sont obscurcies par la Voie lactée. Hein. Là où il y a la Voie lactée, on ne va pas détecter. Et donc, on peut détecter que des 2 côtés. Donc, je continue. Donc, on va regarder ça. Donc là, c'est le premier programme Alors, ce que je vais dire aussi, c'est que... Attendez, on verra ça après. Donc là, c'est tout le programme, mais on va détailler chaque zone au fur et à mesure. Donc ça, c'est des images, c'est des petits films que vous pouvez trouver sur Internet, qui étaient... Alors, on a montré nos résultats en 2020, et c'est les documents qui ont été donnés à la presse. Donc là, vous voyez la Terre, les constellations, hein, donc le ciel à 2D, donc le système solaire. Vous voyez toujours que les 2D, voilà, ça ressemble à une voûte céleste, mais plus on s'éloigne, en fait, les étoiles, on va sortir du domaine des étoiles, les constellations n'ont plus vraiment de sens. Vous allez voir, on en voit les étoiles partout, là, et on voit donc notre galaxie, la Voie lactée, qui est une galaxie en forme de spirale avec des bras. Hein, non, on ne la voit pas comme ça, hein, parce que nous, on ne regarde justement pas la galaxie, donc ça, c'est une vue d'artiste, la galaxie, et puis on voit derrière le relevé. Donc on continue. Voilà, donc là, on commence à voir, là, les objets de la carte, c'est vraiment les objets qu'on a mesurés. À la petite différence que la position est correcte, mais les petites images qu'ils ont mises, c'est pareil, c'est des images d'artistes. On ne peut pas aller prendre des photos de chacun des objets avec ce détail-là. Là, c'est juste pour le document. Mais la position des galaxies est correcte. Donc c'est un voyage, là c'est vraiment ils appellent ça fly-through, c'est vraiment un voyage dans l'univers. On doit pouvoir faire ça avec des lunettes en 3D. Donc là on voit alors là c'est le début du relevé, hein. En fait,
voilà, en violet et jusqu'en jaune, donc les galaxies en violet, bleu et les quasars en jaune ici. Voilà, donc le relevé de galaxies de SDSS c'est entre 2000 et 2008. Donc c'est la partie la plus proche avec les premières découvertes. Ensuite, BOSS qui est une suite de SDSS avec les galaxies, vous voyez des galaxies déjà un peu plus lointaines. Une autre partie de galaxies de IBOSS, donc la partie d'après. Donc là, IBOSS, ça ne couvrait pas la même... Là, il y a une petite structure, mais c'est parce que ça ne couvre pas la même surface. Galaxie à raie d'émission, là, c'était un programme test, justement, pour préparer le relevé des I. Ensuite, allant encore plus loin, c'est le relevé de quasars. Et encore plus loin, c'est toujours des quasars, mais pour une utilisation différente qu'on va utiliser pour mesurer aussi l'expansion de l'univers. Et donc voilà, donc c'est cette carte qu'on a mesurée. Donc là, vous avez la carte, on peut voyager dedans, mais nous, ce qui nous intéresse, bon, même si cette carte, elle est intéressante en elle-même, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre en quoi elle peut nous renseigner sur l'expansion de l'univers. Alors, on continue. Donc voilà cette carte, on est arrivé à ce moment-là. Et donc, pour vous expliquer ce qu'on va faire, on a fait un petit exercice. J'ai trouvé sur Internet la position des stations de tous les arrêts RATP de la région parisienne. Donc là, c'est la carte où j'ai pris la latitude et la longitude de tous les arrêts RATP. Et on va appliquer les méthodes qu'on applique sur nos galaxies. Et donc, on va calculer pour chaque paire d'objets de la carte de station, on va calculer la distance. D'accord ? Et on va ranger les objets en fonction de leur distance. Donc c'est ce que ça donne la courbe rouge ici. Donc là, c'est juste, quand je prends tous les objets de la carte, pardon, je regarde la distance entre les deux objets et je construis cette courbe-là. Ça me dit que il y a 200... Quand il y a 200 mètres entre deux objets, j'ai 10 000 paires comme ça. Quand j'ai 1000 mètres entre deux objets, j'ai 5000 paires. Et on va comparer ça à une distribution aléatoire. Donc là, il y a un peu d'analyse de données. Ce n'est pas de l'aléatoire pur, mais c'est de l'aléatoire qui prend en compte de la géométrie de l'agglomération parisienne. Et on va juste faire le rapport des deux courbes. Et quand on fait le rapport des deux courbes, on a ce qu'on appelle la fonction de corrélation, qui va nous renseigner sur la structure du système RATP. Donc vous voyez ici, toujours la distance entre deux objets, et ça va nous renseigner à quelle échelle sont les corrélations. Et donc on voit deux zones intéressantes. La première zone, c'est beaucoup de stations sont très proches l'une de l'autre. C'est pas des stations. Beaucoup d'arrêts RATP sont proches l'un de l'autre. Et on voit qu'on a une distance caractéristique entre les arrêts RATP autour de 300 mètres. Alors voilà la carte des arrêts, et voilà la ville de Paris. Et donc on voit qu'il y a une structure qui est liée à différentes choses. Il y a la structure parce qu'il y a des lignes de métro, il y a des structures parce qu'il y a des bus, il y a des boulevards. Et voilà, l'échelle de 300 mètres, et ben, en fait, on la retrouve, par exemple, c'est la largeur du Champ de Mars, c'est la distance entre deux boulevards dans le nord de Paris, et puis c'est la distance aussi entre deux arrêts. Et donc voilà, on a des méthodes statistiques qui vont nous permettre de traiter une carte et de trouver des distances caractéristiques, et c'est ça qu'on va faire avec le relevé. Et donc, faisons la même chose avec les galaxies. Alors voilà, j'ai représenté la même chose, la fonction de corrélation, de l'analyse de données, qui est quand même beaucoup plus compliquée que pour les stations de métro, la distance en axe horizontal, la fonction de corrélation dans l'axe vertical. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais les distances, on les marque en millions de parsecs, en mégaparsecs, sachant qu'un million de parsecs, sachant qu'un parsec, c'est environ 3 années-lumière. Donc l'axe horizontal, ici, il ferait à peu près 300 millions d'années-lumière. Ah ben mince, là vous vous dites, il nous parle depuis presque 1 heure et il n'a rien. Ben non, c'est que ce qu'on mesure, c'est quand même un tout petit effet, mais quand on analyse la distribution des galaxies, on arrive à retrouver les fameuses échelles BAO dont je vous parlais tout à l'heure.
c'est quelque chose qu'il faut aller chercher très loin, hein, mais on arrive à le mesurer. Donc là, c'est la partie redshift entre 0,4 et 0,6, qui correspond à l'univers tel qu'il était quand il avait 5 milliards d'années. Et donc, avec tous les types d'objets astrophysiques qu'on utilise dans SDSS, eh bien, on a pu mesurer cette échelle caractéristique à différentes époques de l'évolution de l'univers. Donc là, vous voyez avec les quasars Lyman alpha, l'univers très vieux, les quasars, les galaxies à raie d'émission, c'était un programme test. Le signal, il n'est pas franchement là. Les galaxies rouges, il est là, on le voit très fort. Et des galaxies rouges encore plus proches de nous, il est là très fort. Et donc on a gagné. On a, vous voyez sous vos yeux, le fait que l'univers est en expansion. On peut mesurer l'histoire de l'expansion de l'univers, et c'est ce qui est représenté sur ce graphe. Sur l'axe horizontal, c'est le temps en milliards d'années. Sur l'axe vertical, c'est une quantité qui va décrire le taux d'expansion de l'univers. On retrouve les 70 km par seconde par mégaparsec de Hubble, qui était la mesure aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est ici. Et donc, on voit les différents points de mesure du relevé SDSS à différentes époques, et on mesure l'histoire de l'expansion de l'univers. Et ce qu'on voit, c'est que nos données sont en accord avec ce qui avait été vu dans les supernovae, c'est-à-dire que nos données sont en accord avec un univers dans lequel il y a de l'énergie noire. Si dans ce modèle-là, on enlève, c'est un exercice qui n'est pas forcément rigoureux de façon mathématique, de façon physique, si on enlève juste l'énergie noire, eh bien, on aurait cette courbe-là en pointillé. La matière, sans énergie noire, la matière ralentirait fortement l'expansion de l'univers, et on ne serait pas du tout dans le même univers qu'aujourd'hui. On peut même penser que sans énergie noire, la vie n'aurait pas eu le temps de se former sur la Terre. Donc, on a la mesure de l'expansion de l'univers. On va vouloir comparer aux différentes époques de l'univers, et on a une prédiction pour l'expansion de l'univers aujourd'hui. Hubble, lui, en 1929, il mesurait l'expansion dans l'univers aujourd'hui, ou dans le proche univers, et on va vouloir comparer ces mesures à les mesures qui sont faites par les successeurs de Hubble. Et voilà, c'est représenté ici. Donc, sur l'axe horizontal, c'est la valeur de la constante de Hubble aujourd'hui. La courbe en jaune, c'est ce que nous, on mesure avec d'autres relevés. Et la mesure équivalente à celle donc vous voyez, on est autour de 68, et la mesure équivalente à celle de Hubble, avec les céphéides, elle est plutôt à 74, et elle est quand même assez séparée. Donc ça, pour ceux d'entre vous qui suivent un peu l'astrophysique, c'est des débats qu'on entend très très souvent. Dans ces 5 dernières années, il y a régulièrement une publication, et on parle toujours de la tension entre le résultat des céphéides et les résultats donc, des relevés qu'on appelle d'univers primordial ou d'univers ancien. Et les données de satellites Planck sont en accord avec ce qu'on mesure. Donc la situation, c'est celle-là. Là, c'est une publication qui date du mois dernier. Wendy Friedman, elle travaille sur cette méthode qui s'appelle TRGB. Donc ça, j'espère que maintenant, TRGB, ça va vous parler. TRGB, en français, c'est plus poétique, c'est la pointe de la branche des géantes rouges. Quand on regarde les étoiles géantes rouges et qu'on met dans un graphe, ici c'est leur magnitude intrinsèque, ici c'est la couleur de ces étoiles, eh bien on voit qu'au-delà d'une magnitude de -4, il n'y en a pas. Et là maintenant vous allez me dire, bah oui, facile, -4, magnitude caractéristique, échelle de distance, c'est gagné. Et en effet, c'est cette méthode-là qui est utilisée par Wendy Friedman ici pour mesurer ce point-là. Donc on a encore c'est la situation aujourd'hui, et comprendre pourquoi ces deux mesures sont différentes. Il y a des milliers d'articles sur le sujet, et quand je dis des milliers d'articles, c'est des milliers d'articles sur les quelques dernières années. Hein. Donc c'est vraiment un sujet de recherche qui est important. Donc là j'ai 2 derniers transparents, si j'ai encore le temps. Où on va attaquer, en fait... Donc là, vous avez un panorama qui vous explique qu'on a mesuré l'expansion de l'univers. Et pour répondre à la question de Nejma tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on va en faire?
qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comprendre ce qu'est l'énergie noire. Donc pour comprendre ce qu'est l'énergie noire, on va utiliser quelque chose qu'on appelle le paramètre d'état d'un fluide. Alors, sans vous expliquer ce que c'est, je peux vous dire que le paramètre d'état de la matière, c'est 0. D'accord? Le paramètre d'état d'un fluide de photons, ce serait 1/3. Le paramètre d'état de quelque chose qui accélère l'expansion de l'univers, il faudrait que ce W, le paramètre d'état, soit plus petit que moins 1/3. Et une des solutions au problème d'énergie noire, ce serait de dire que l'énergie noire, c'est juste ajouter une constante cosmologique dans les équations d'Einstein. La constante cosmologique, ça correspond à W égale moins 1. D'accord? Donc, un des moyens qu'on a de contraindre la nature de l'énergie noire, c'est de mesurer son équation d'état, et on peut faire ça à partir de nos relevés. Donc vous voyez ici les résultats. Alors, des résultats de BAO, c'est donc SDSS, SN, c'est les supernovae, et CMB, c'est le fond diffus cosmologique. Alors, ces résultats ici, c'est un peu comme quand vous allumez votre GPS. Hein, le GPS, sur votre téléphone, il vous donne une position, et puis il vous donne un cercle autour. Hein. Le cercle autour, ça veut dire qu'il ne sait pas trop où vous vous situez, mais vous vous trouvez dans le cercle. Ben, nous, c'est pareil. Les résultats de nos données, quand on compare, par exemple ici, on va mesurer la fraction d'énergie sous forme de matière dans l'univers, on peut faire ça, le paramètre d'état de l'énergie noire, et on est capable de dire que, à partir de nos données, l'univers, l'endroit où se situe l'univers, hein, ce qui va décrire l'univers, est dans la zone bleue. Les supernovae, ils disent que c'est dans la zone rouge, et le fond diffus cosmologique, il dit que c'est dans la zone grise. Et quand on combine toutes les mesures, on arrive à la zone jaune, qui est représentée ici. Et donc, vous voyez le résultat, quand on fait juste essayer de mesurer le paramètre d'état de l'énergie noire avec nos données, on a un résultat qui est W égale moins 1, pardon, avec une précision de l'ordre de 3%. Et donc, dans ce cadre-là, on peut penser que décrire l'univers, décrire l'énergie noire avec une constante cosmologique, c'est assez proche de ce qu'on observe. C'est pour ça c'est ce que disait Jim Spiebel tout à l'heure. Voilà, on a un modèle, quand on met la constante cosmologique, on dit l'énergie noire c'est de la constante cosmologique, on arrive très bien à décrire ce qu'on observe. Alors là, une dernière chose que j'ai à vous dire, c'est aussi quelque chose qu'on peut mesurer avec nos données. Donc ça, c'est ces deux graphes, c'est vraiment dans les résultats de la publication des résultats qu'on a publiés il y a 1 an. Donc c'est vraiment les résultats de la communauté scientifique. On peut mesurer aussi la courbure de l'univers. Alors la courbure de l'univers, c'est quelque chose qui est assez compliqué à imaginer. On peut le faire à peu près à 2 dimensions. C'est ce qui est représenté à droite. Un univers plat, c'est assez simple. À 2 dimensions, un univers plat, c'est une feuille. Et ensuite, on a deux solutions pour la courbure. Une courbure plus grande. Alors dans ce cadre-là, on a un univers fermé. Ça se comprend assez bien. Un univers fermé, c'est une sphère. Une sphère, c'est un espace à 2 dimensions. On se promène sur la sphère, comme nous, on se promène sur la Terre. Et donc, voilà, si on se promène sur la sphère, la Terre, on est sur un espace courbe à 2 dimensions, parce que là, nous, on peut l'imaginer parce qu'on voit la 3e dimension. Et là, ça c'est un univers ouvert qu'on appelle hyperbolique. Et donc, alors, je ne dis pas que l'univers est à 2 dimensions, pas du tout. Mais c'est juste pour vous donner des clés pour imaginer. Je vais vous laisser 10 secondes pour imaginer ce que serait un univers plat ou pas plat à 3 dimensions. 10 secondes, ça suffira. Vous n'y arriverez pas. Rassurez-vous, nous non plus. Mais par contre, on n'y arrive pas. Et donc, mais par contre, on peut mesurer cette courbure. Et ici, vous voyez, en fait, là c'est pareil, c'est la fraction d'énergie dans l'univers sous forme de matière, la fraction d'énergie sous forme d'énergie noire, et la courbe en pointillé ici, c'est quand la fraction d'énergie matière plus énergie noire est égale à une énergie critique, et la courbe en pointillé, c'est pour un univers plat. Et donc vous voyez ici, pareil que tout à l'heure, les mesures convergeaient vers la constante cosmologique. Ici, les mêmes mesures convergent vers quelque chose qui serait sur le pointillé. Et donc,
la géométrie de l'univers est bien décrite par quelque chose de sans courbure. Alors plat, c'est vrai que plat c'est un peu embêtant parce que plat, voilà, il y en a qui disent que la Terre est plate et on n'a pas du tout envie d'induire ça dans la tête des gens. Voilà, un univers sans courbure, appelons-le comme ça. Et ça, c'est vraiment très joli parce qu'en fait, chacun des relevés n'est pas très contraignant sur la courbure de l'univers. Par contre, quand on met tous les relevés ensemble, on arrive à quelque chose qui est à 2 pour 1000. Donc voilà, donc je vous ai expliqué... Ah oui, non, pardon. Faut que je remercie, parce que c'est important, dans le cadre de DESI, que je remercie les gens qui nous donnent des sous pour faire ce qu'on fait. Hein, donc c'est principalement le Department of Energy américain, et vous voyez tous les collaborateurs, dont le commissariat à l'énergie atomique, dont je fais partie. Donc merci à ces gens-là. Merci aux membres de SDSS et de DESI, avec qui je travaille, aux doctorants, aux post-doctorants, à ceux qui accompagnent les doctorants et les post-doctorants dans leur vie de labeur, et aussi à Nathalie de la Brouille, avec qui j'ai interagi dans la préparation de cette présentation. Merci aux techniciens qui s'occupent de ça. Un dernier point, je vous ai parlé de SDSS et de DESI. La communauté européenne va lancer un satellite qui s'appelle Euclide l'année prochaine, qui va faire la même chose que DESI. Et alors moi, je ne suis pas personnellement impliqué dans ce télescope Euclide, mais ça va produire autant de résultats et d'aussi beaux résultats certainement que DESI. Voilà, donc je vous ai montré qu'à partir d'une carte de l'univers, on pouvait mesurer l'histoire de l'expansion de l'univers et que ça nous renseignait sur l'énergie noire. Voilà, merci à tous.